Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Vous présentez Jean-Luc Rigon. C'est un médecin libéral, dermatologue, installé à Nancy depuis 1988 et qui a pris sa retraite en juillet 2023. Dans son cursus universitaire, le docteur Jean-Luc Rigon a été chef de clinique en dermatologie, ce qui explique sa spécialité. Il est aussi titulaire d'une maîtrise de biologie humaine, option pharmacologie, d'un diplôme de médecine thermale, d'un diplôme de réparation juridique du dommage corporel, d'un diplôme en allergologie et en immunologie clinique. Il est qualifié en angéologie. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ces différentes qualifications lui permettent d'avoir un regard particulier sur le tatouage, que ce soit au niveau dermatologique, sa spécialité qu'il a exercée pendant 35 ans en libéral, mais aussi des conséquences du tatouage, au niveau allergologique, vasculaire, juridique, et psychologique. En effet, Jean-Luc Rigon a une expérience de médecin vacataire au centre psychothérapique de Nancy pendant 15 ans. Dans son cursus, il a été élu au conseil d'administration du syndicat national des dermatologues vénérologues de 2002 à 2018, puis secrétaire par la suite. Il a été médecin habilité pour l'évaluation des pratiques professionnelles, formé à l'AHS, de 2003 à 2006. Il est membre de la commission d'équivalence en anatomie, pathologie, dermatologie du Grand Est depuis 2013. Il est membre de la réunion de concertation pluridisciplinaire des tumeurs cutanées de 2017 à 2023. Il vous en parlera sur les conséquences du tatouage. Il est membre de la réunion de concertation pluridisciplinaire des tumeurs de 2017 à 2023. Il a participé aux 18 journées de dépistage anonyme gratuit des cancers cutanés et organisateur régional de 11 journées. Il est membre de la réunion de concertation pluridisciplinaire des tumeurs. Jean-Luc Rigon a été élu à l'Union régionale des médecins de Lorraine ainsi qu'au Conseil de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle. Avec une telle expérience de terrain, Jean-Luc Rigon va nous présenter sa communication sur les effets secondaires du tatouage. Coïncidence, ce matin, en lisant l'Est républicain, comme certains d'entre vous, j'ai découvert que ce sujet avait été traité en double page, en pages 2 et 3 de l'Est républicain. Sans vouloir déflorer le sujet, nous apprenons certains effets secondaires. Nous y apprenons aussi que 14% des Français sont tatoués, ce qui veut dire que c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens, apparemment 17% chez les femmes et 27% chez les moins de 35 ans. L'âge du premier tatouage est de 25 ans, le nombre de salons de tatouage est de 80 à Nancy, le prix d'une séance est d'environ 120 € et surtout la seule nécessité pour ouvrir un salon de tatouage est une formation dédiée à l'hygiène et à la salubrité dans un milieu de tatouage et cette formation dure 21 heures. Avec ça, vous pouvez aller vous faire tatouer chez qui vous voulez. Donc, docteur Jean-Luc Rigon, 20 minutes pour nous présenter les effets secondaires du tatouage. Un grand merci, cher confrère, pour cette introduction qui me laisse qu'un tout petit filet de voix que je vais d'abord exploiter pour remercier le conseil d'administration de l'ALS d'avoir bien voulu accepter cette communication. Je remercierai aussi le comité éditorial qui, avec beaucoup de bienveillance et une très grande fermeté, m'a contraint à la limiter à 20 minutes. Sachez cependant que la version intégrale existe d'ores et déjà sur le site et qu'elle peut être consultée et conseillée à votre entourage. Définissons le sujet ensemble, si vous voulez. Tatouer, c'est marquer le corps d'inscriptions ou de dessins indélébiles. On peut déjà, rien que par cette définition, se douter que parmi les effets secondaires qui apparaîtront, il y a ceux déjà tout à fait génériques d'une plaie à corps étranger. Définissons aussi les effets secondaires, tout événement survenant lors du tatouage en dehors de l'effet attendu. L'effet attendu, c'est l'effet primaire, obtenir un dessin. Donc, c'est pas du tout des effets délétères, il n'y a pas du tout d'homothétie, mais il y a quand même une certaine concordance.
Dans les effets indésirables, je vous propose ce plan. Les complications de la plaie, assez générique. Je ne vous parlerai pas d'ailleurs de l'hémorragie, tout simplement parce qu'une plaie, ça saigne. Sachez cependant quand même que si les tatoueurs mettent des gants noirs, c'est pas par coquetterie, c'est parce que le sang se voit peu. Sachez aussi que si vous voulez vous donner du courage en allant vous faire tatouer et que vous prenez un verre d'alcool, vous saignerez beaucoup plus. Alors, la principale complication de la plaie, c'est la douleur. Ça fait partie du rite du tatouage. J'espère que je n'apprendrai à personne que le véhicule de la douleur n'est pas du tout le même selon le sexe. Vous voyez par exemple que chez les hommes, on est beaucoup plus dans les couleurs chaudes et dans le beau sexe, dans les couleurs plutôt froides. Cette douleur est plus ou moins gérée naturellement par les endorphines, des molécules peptidiques qui n'ont rien à voir avec l'opium, mais qui ont cependant une activité assez semblable. Elles sont produites habituellement à la base du cerveau par l'hypothalamus, mais on retrouve aussi une production dans la moelle épinière et plus étonnamment dans le tube digestif. Donc le but de ces endorphines, c'est de bloquer ou de ralentir les passages de l'influx nerveux sur les fibres qui gèrent la douleur. Il peut y avoir d'ailleurs aussi une véritable addiction, comme par exemple chez les coureurs de marathon, qui présentent une addiction à la douleur de leur discipline et qui ne pourraient pas s'arrêter. Voyons sur ces quelques images les effets qu'on peut voir au niveau de la peau, parce que le tatouage c'est sur la peau et les effets peuvent se voir avant tout sur la peau. De l'eczéma qui est plus à distance de la couleur, c'est souvent le cas avec le tatouage. De l'eczéma aussi sur la diapositive du bas à gauche qui est provoqué par les soins post-tatouage, soit les désinfectants, soit les pansements, des infections, l'abcès, des granulomes et des cicatrices aberrantes, hypertrophiques ou même kéloïdes. Un petit sujet tout particulier sur le phénomène de Koebner, qui est un phénomène très particulier où une maladie de peau se déclare là où la peau est blessée. Si on part du principe que le tatouage est une blessure, on ne s'étonnera pas de voir que des maladies inflammatoires comme le psoriasis, le lichen, le vitiligo, la sarcoïdose ou même les verrues planes se déclarent préférentiellement à cet endroit. Dans les complications aiguës infectieuses, retenons tout de suite qu'on va chercher les bactéries là où elles sont, c'est-à-dire sur la peau. Il s'agit avant tout du staphylocoque doré, mais aussi du streptocoque, avec des complications qui vont du simple abcès, comme ceux qui étaient sur la photo, jusqu'à l'endocardite. Peut-être que le professeur Alliot aura des idées sur la question. Les infections virales sont plus graves. Je n'ai pas mentionné l'herpès, mais vous imaginez bien que si on pique au travers d'une vésicule d'herpès, eh bien on peut aller l'inoculer un peu plus loin. Mais il y a aussi toutes les maladies véhiculées par le sang, les hépatites B et surtout C, et puis bien sûr le virus du sida. Tout ça arrive si le matériel est mal stérilisé. Notons que la vaccination contre l'hépatite B pour le tatoué et pour le tatoueur est recommandée par les autorités sanitaires. Anecdotiquement, dans les complications infectieuses, on a parlé de syphilis, de lèpre, de tuberculose, et ça permet d'introduire la complication qui est en vogue à l'heure actuelle, les mycobactéries. Pas le mycobactérium qui donne la tuberculose, ni celui qui donne la lèpre, mais d'autres mycobactéries. Vous avez ici les références d'une revue qui étudie toutes les publications depuis 1820 jusqu'à l'époque actuelle concernant les méfaits infectieux lors du tatouage. À noter cependant qu'il n'y a pas eu ou pratiquement pas eu d'infection mortelle. Passons maintenant aux complications dues aux encres. Ça, c'est un des points cardinaux de cette communication. Alors, les encres des tatouages, pour faire court, peuvent être des pigments soit organiques, soit inorganiques, et en particulier des métaux et des métaux lourds. En médecine, vous savez, dès qu'on parle de métaux lourds, tout de suite, ça ouvre des chapitres entiers qui restent encore à écrire en grande partie. Il y a bien sûr des solvants, des additifs. Sachez que ces encres dont on voit l'agrandissement d'un flacon sur le côté droit en haut sont des dérivés d'encre utilisées dans l'industrie pour colorer des tableaux de bord de voitures ou des pare-chocs. Ce ne sont pas du tout des médicaments. Donc ces encres, leur composition n'est pas bien connue et elles ne sont pas si sympathiques que ça. Pour mémoire, si vous allez dans une pâtisserie et si vous mangez des petits gâteaux bien colorés, sachez que le pâtissier ne va pas chercher les colorants dans l'industrie, mais il utilise des colorants labellisés et autorisés. Même chose, si vous allez voir votre médecin, le médecin pourra vous donner l'intégralité de la composition du médicament qu'il vous donne.
c'est pas du tout le cas malheureusement pour les encres de tatouage. Dans les réactions allergiques, il faut savoir que c'est le vert et le rouge qui ont le plus souvent donné de l'allergie et ils sont interdits maintenant. Donc on ne pourrait plus voir de tatouages comportant du vert et du rouge. Il peut y avoir aussi des eczémas de contact au pansement, mais ça c'est trivial dès qu'on fait un pansement. Et il peut y avoir aussi quelque chose qui n'est pas une allergie, mais qui est une réaction à corps étranger, un granulome. C'est complètement imprévisible et ça peut survenir jusqu'à 40 ans après l'acte de tatouage. Le tatouage et le cancer. Alors là, à ma grande honte, c'est un de mes patients qui avait fait un petit cancer de peau sur une zone tatouée, mais c'était un carcinome basocellulaire et la suite, les études qui ont été publiées après, ont montré que justement, le carcinome basocellulaire était le seul cancer qui n'était pas augmenté par le tatouage. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait tatouer? Eh ben, on injecte donc au travers de l'épiderme dans le derme de l'encre, mais cette encre, elle est prise en charge assez rapidement par les éboueurs de l'immunité qui sont les macrophages, et si bien qu'au bout d'un mois et demi environ, un tiers du pigment n'est plus dans la peau. Il n'a pas disparu ce pigment, il est allé se transporter ailleurs, et ailleurs c'est avant tout dans les ganglions lymphatiques où les lymphocytes font leur travail, c'est-à-dire c'est la mémoire des agressions. Et ça provoque donc une inflammation chronique. Là aussi, l'inflammation chronique, c'est un terme générique qui ouvre des chapitres entiers de la médecine actuelle. Alors, une étude suédoise, pas si vieille que ça, elle-même très récente, a confirmé ce qu'on pensait, c'est-à-dire que quand il y a une exposition longue à l'encre de tatouage, il peut y arriver des problèmes au niveau de la cancérogénèse, surtout chez les jeunes qui se font tatouer très tôt. Cette étude n'en parle pas, mais on peut imaginer aisément qu'une jeune femme qui se fait tatouer, qu'est-ce qui va se passer pendant sa grossesse ultérieure? Qu'est-ce qui va se passer quand elle allaitera? On ne le sait pas. Toujours est-il que cette étude a été faite par des Suédois sur des sujets de 20 à 60 ans qui avaient eu un lymphome plutôt rare, un lymphome B, un lymphome folliculaire. Alors c'est un lymphome rare puisqu'il touche en France un peu moins de 5 personnes pour 100 000. Pour mémoire, en France et dans le monde entier, une maladie rare, c'est moins d'une personne sur 2000. Hein? Donc vous voyez, là on est dans le rarissime. Quoi qu'il en soit, ils ont reçu 56% de réponses, ce qui est remarquable pour ce genre d'études. Et ils ont donc conclu qu'on augmentait de 21%, c'est très précis, avec un indice de confiance de 95%, le risque de lymphome. Alors, surtout avant 2 ans et après 11 ans. Ça veut tout simplement dire que notre immunité et notre résistance face au cancer, elle est très variable. Alors, on va continuer avec une étude danoise. Avec une étude danoise qui est très intéressante aussi, puisqu'elle a été faite sur des jumeaux, des paires de jumeaux. Et ils ont étudié 316 jumeaux par rapport à des cas témoins. Et dans certaines paires qui étaient discordantes, il y avait un des jumeaux qui était tatoué et l'autre pas. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Eh bien, il en est ressorti que les cancers de peau étaient augmentés de 62% chez les sujets tatoués, sauf le basocellulaire. Alors le basocellulaire, c'est à la fois le plus fréquent des cancers de peau, c'est même le plus fréquent de tous les cancers qui existent. Et que cette augmentation, donc, elle est encore plus importante si on a plus de 1% de la surface du corps, c'est-à-dire la paume de la main et des doigts, ça fait 1%, qui sont tatoués. Donc c'est pas grand-chose pour un tatouage, 1%. Et quoi qu'il en soit, au bout du compte, les tatoués ont 4 fois plus de risques que les non tatoués de faire des cancers de peau. Parlons maintenant du côté psychologique, qui est un autre point cardinal de cette présentation. Ce côté psychologique montre que le tatouage peut avoir des conséquences psychologiques positives. Et oui, c'est étonnant, mais c'est vrai. Dans la confiance en soi, dans l'estime, dans la résilience, mais aussi dans une sensation d'appartenance à une communauté et à des points d'intérêt partagés. Les conséquences psychologiques négatives, eh ben, elles sont presque en miroir. Il y a un sentiment de stigmatisation et de marginalisation. Pour mémoire, stigma, c'était le petit bâtonnet qu'utilisaient les Grecs dans l'ancien temps pour tatouer les esclaves. Stigmatisation. Alors, donc tout ça pour vous dire qu'il faut avoir une très bonne réflexion avant de se faire tatouer. Il n'est pas question de se faire tatouer à l'arrache après une beuverie. Il faut vraiment y réfléchir parce que, quoi qu'on en dise, c'est parti pour longtemps. Encore quelque chose d'important, les relations entre tatouage et santé mentale.
Le tatouage n'est pas un traceur de troubles de la santé mentale. Dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux des psychiatres nord-américains, qui en est à la version 5 à l'heure actuelle, ils ne considèrent pas que le tatouage est une automutilation non suicidaire. Le tatouage n'est pas un symptôme psychiatrique. Il y a un sauf, c'est chez la personnalité borderline. Chez les borderline, là, on n'est pas du tout dans le même cas que les malades psychiatriques en général, qui ont exactement la même proportion de tatoués que la population générale. Chez les borderline, c'est beaucoup plus. Peut-être à cause de l'impulsivité, de l'immaturité, peut-être des difficultés de verbaliser qui obligent à parler avec sa peau. Parlons maintenant des interactions avec le soin médical, et parce qu'il y en a. Il y a tout d'abord le mythe de la péridurale qui date du début de notre siècle. Les anesthésistes de l'époque, c'était l'époque où il y avait beaucoup de jeunes femmes qui se faisaient un tatouage polynésien dans le bas des reins. C'était une mode. Elle n'est plus là, cette mode, mais elle existait beaucoup à l'époque. Et les anesthésistes qui devaient faire des péridurales aux jeunes femmes qui devaient accoucher avaient la crainte de devoir carotter avec leur aiguille au travers du tatouage et de transporter donc du pigment dans l'espace péridural qui est la zone qui est la cible de l'anesthésion, hein, pour que toute cette partie soit anesthésiée. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière sur mon collègue, le docteur Nicolas Kluger. Ah, ça a sauté. Le docteur Nicolas Kluger, donc qui paraît parfois comme étant le porte-gonfano du tatouage, mais qui est très 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 sérieux. C'est un dermatologue. Il disait au début que bien sûr ça n'avait rien à voir, mais j'ai eu la surprise lors d'une émission de télé l'année passée de le voir dire que finalement il valait mieux s'abstenir de faire de la péridurale, sauf en cas de nécessité impérative. Le tatouage et les soins médicaux, vous le savez, on peut faire des points de tatouage pour repérer les tumeurs à irradier. On peut aussi, avec le tatouage, reconstituer un mamelon qui a disparu lors d'une mastectomie pour cancer du sein. On peut, mais là c'est un petit peu plus anecdotique, essayer de simuler une chevelure en cas de pelade. Il peut y avoir aussi d'autres interactions qui sont un petit peu plus embêtantes. Alors déjà, chez une personne qui est fortement tatouée, il faut se dire qu'en faisant de la chirurgie, on risque d'abîmer le tatouage. Mais bon, c'est comme ça, et il faut avertir les personnes avant. Autre chose aussi, si vous devez subir ou bénéficier, c'est selon d'une IRM, vous aurez la surprise qu'on vous demande si vous êtes tatoué. C'est tout simplement parce que les pigments métalliques risquent de chauffer beaucoup, au niveau du tatouage, mais aussi au niveau des ganglions. Alors, un point cardinal aussi dans le contexte médical, ce sont les difficultés de dépistage de cancer sur la peau tatouée. Le recouvrement peut retarder considérablement le diagnostic et occasionner donc une perte de chance. On voit ici par exemple sur différents tatouages que le tatoueur ici a respecté les grains de beauté. Là aussi, là il en a même joué un petit peu. Et là, il les a pas respectés du tout. Alors, même en les respectant, il faut quand même savoir une chose, c'est que le redoutable mélanome malin survient dans 80% des cas en peau saine. En gros, vous n'avez rien, il apparaît un grain de beauté un peu louche, et si vous laissez courir les choses, en quelques trimestres, il va vous arriver des choses gravissimes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le corps entier est recouvert de tatouages ? On imagine que la dose de toxiques, de métaux lourds implantés n'est pas anodine. Cette photo-là montre quelque chose qui est strictement interdit en France, c'est-à-dire de tatouer la conjonctive de l'œil. Donc vous pouvez voir des personnes se promener en France, mais il ne faut pas qu'elles aient été tatouées en France. Quelque chose qui plaira peut-être au professeur Alliot, c'est l'inefficacité des montres connectées si vous avez un tatouage sur le poignet. Vous ne pourrez pas savoir si vous êtes mort par fibrillation, vous ne pouvez pas savoir non plus quelle est votre saturation en oxygène. Toujours dans le domaine de la cardiologie, un papier de cardiologue a préconisé qu'il ne fallait pas que l'appareil à tatouer, le dermatographe, s'approche à moins de 15 cm d'un pacemaker. Donc ce jeune homme, s'il avait eu un pacemaker, n'aurait pas pu faire ce tatouage. Parlons maintenant de quelques pistes d'amélioration.
Vous trouverez dans le diaporama en ligne des explications sur le détatouage chimique, la dermabrasion. On va parler un petit peu plus, et on va terminer d'ailleurs, sur le laser. Donc le laser, tous les scientifiques savent que c'est un rayon lumineux cohérent, donc avec une seule longueur d'onde, et cette longueur d'onde peut aller dans toutes les couleurs et même dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet. Et on vise donc, avec ce rayon cohérent, on vise une couleur. Chaque couleur a un laser qui convient pour le détatouage. Le but étant donc de faire exploser le pigment, mais malheureusement, en le faisant exploser, on le transforme en nanoparticules, et là aussi, il peut se passer des choses assez déplaisantes. Quoi qu'il en soit, il faut entre 5 et 10 séances, en faisant une tous les 2 mois environ, de laser pour détatouer plus ou moins efficacement, et que du point de vue du coût, ça coûte entre 5 et 10 fois le coût du tatouage initial. Quelques exemples ici de séquences de détatouage. Vous avez ce chanteur bien connu, Matt Pokora, qui ne supportait plus, il avait bien raison, son tatouage au niveau du cou, il l'a fait enlever. Ça, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on voit une personne qui était très très tatouée, et si on observe bien, par exemple, le tatouage en flèche qu'il a au niveau du sourcil, ce tatouage a disparu, mais le sourcil a disparu aussi. Il aurait fallu conseiller, du point de vue de la cible noire et foncée, conseiller à cette personne de se faire tatouer une fois qu'elle aurait eu les sourcils blancs. Parce que sinon, la cible est la même, c'est la couleur noire et foncée. Le contexte légal, Dr Beck l'a déjà abordé. Alors, du vert franc jusqu'au rouge, il faut se faire tatouer de si possible dans une échoppe avec pignon sur rue. Donc, il y a des conventions aussi. Alors ça, ce sont des tatouages qui se font dans des foires expo. Il y en a plusieurs par an dans chaque région. C'est un peu la foire. Les gens sont alignés en randonnant, se font tatouer devant tout le monde. Ça peut être un camion de tatouage, ça peut être aussi le domicile du tatoueur s'il a un label, et ça peut être, mais là surtout pas, le domicile du tatoué ou alors dans des lieux exotiques comme des arrière-salles de café. Le Dr Berk l'a déjà dit, je ne reviendrai pas là-dessus, il est nécessaire que les tatoueurs qui n'ont pas de formation labellisée, c'est pas un diplôme d'État, et une formation en hygiène de 21 heures sur 3 jours, et tout ça se fait sous le contrôle de l'Agence régionale de la santé. Mais au bout du compte, un tatouage sur 2, et c'est le syndicat des tatoueurs qui le dit, se fait tout à fait en dehors du cadre légal. Pour la législation des encres, là aussi, le règlement européen a restreint considérablement les encres, a supprimé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vert et le rouge, et le syndicat des tatoueurs a d'ailleurs été débouté de son recours. On termine par une bibliographie succincte. Ceux qui aiment le papier, il y a le livre de mon collègue Nicolas Kluger, qui est très tatoué lui aussi, donc mais qui dit quand même des choses très intéressantes. Et si vous aimez beaucoup la sociologie, la Suisse Valérie Roll a mis sa thèse, elle l'a fait publier, et c'est absolument remarquable en tout point. Si vous êtes très moderne et si vous aimez les liens Internet, vous les voyez, ils sont sur la gauche. Et j'en ai terminé. Merci, Dr Rigon, d'avoir tenu les 20 minutes exactement. C'est parfait. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas tellement d'intérêt à se faire tatouer, il n'y a que des inconvénients. Le seul point, c'est le tatouage thérapeutique en cas de cicatrice disgracieuse ou en cas de reconstruction. Oui, mais ça, c'est le problème sociologique de notre tranche d'âge, ce qu'on appelle les boomers. Nous sommes tous ici. Nous avons connu, nous autres, l'ancien tatouage, qui était un tatouage carcéral, ou hors la loi, illégal, ou tatouage de légionnaire, et qui avait une très mauvaise presse. Mais on a vu exploser le tatouage, singulièrement depuis les années 2000, et justement les générations qu'on appelle les millénials, ou même la génération Z qui arrive maintenant, eux, ils ont toujours vécu dans le tatouage. Donc pour eux, le tatouage est un art. Et c'est vrai que les conséquences qui potentiellement sont délétères du tatouage sont complètement éludées. Et c'est tout l'intérêt, justement, de faire ce genre de présentation, de la diffuser, pour que les sujets qui vont se faire tatouer et qui veulent avoir un consentement éclairé
puissent justement avoir un support. Ça n'est pas du tout interdit de faire un tatouage, c'est pas un problème psychiatrique, c'est considéré par beaucoup comme de l'art, mais c'est un art qui peut convenir à une période de la vie et qui, petit à petit, peut se délaver en ce qu'il faut bien appeler une connerie de jeunesse. On a le temps pour une ou deux questions. Oui, s'il vous plaît. Alors, pourquoi ne serait-il pas utile d'imposer aux tatoueurs de donner un consentement éclairé à leurs patients ? Alors, le problème donc du tatouage, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en balance avec la législation du médicament notamment, le problème du tatouage, c'est que ce sont des gens qui se revendiquent comme artistes. Ils se revendiquent comme artistes, et ils sont souvent rebelles, ils n'ont pas de diplôme d'État, ils se forment par compagnonnage, et ils ont eu beaucoup de mal à comprendre, par exemple, que certaines encres ne devaient pas être utilisées. Bon, la pression publique, les années sida, les années hépatite B et C leur ont fait comprendre tout seuls que c'était pas une très bonne idée de pas prendre de précautions. Mais il y a effectivement une opposition entre le caractère très normatif qui s'impose au monde de la santé par rapport à une prise de conscience qui est encore un petit peu embryonnaire dans le monde du tatouage. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Le détatouage est-il pris en charge par les organismes sociaux ? Alors absolument pas. Non, le détatouage n'est pas pris en charge. Et là, effectivement, on rentre dans une pratique qui est médicale. Les tatoueurs n'ont pas le droit d'utiliser des lasers. Hein, ils le font. Ils n'ont pas le droit. Et cette pratique médicale, donc, elle se fait par des personnes qui utilisent des machines labellisées avec un marquage CE. Pour la petite histoire, j'ai pas vu de marquage CE sur les flacons d'encre de tatouage. Donc, a priori, on ne devrait pas les commercialiser. Et se fait aussi donc par du personnel qui a une très haute formation et qu'il faut valoriser. On ne se fait pas détatouer pour rien. Si vous prenez 1 heure de temps de médecin, hyper qualifié dans le domaine, ça se paye. Mais la sécurité sociale ne considère pas que le tatouage soit une maladie. Donc, comme c'est pas une maladie, assurance maladie, ça ne rembourse pas. C'est assez logique. Oui, est-ce que on peut avoir connaissance finalement sur la nature biochimique des encres ? Vous nous avez dit que c'était les pigments. Mais vous avez cité les pigments organiques, des pigments minéraux et puis des additifs ou des solvants. Oui. J'ai vu passer le chrome qui a été autorisé, je le vois autorisé sur une de vos étiquettes. Oui. Oui, alors en fait, c'est pas que ce soit autorisé, c'est que l'étiquette signale qu'il y a du chrome dans cette encre et que ce serait une bonne idée de faire un test avant. Mais on mettrait ce genre de considération sur un médicament, mais au secours. Au secours. Il n'y a pas du tout de composition. Le chrome, c'est un métal lourd qui était relativement banalisé, mais pour surtout celles qui ont connu ici les problèmes avec le dispositif Essure, qui est un dispositif en nickel que l'on mettait dans les trompes de Fallope chez les femmes pour empêcher la grossesse, la nidification. Ce dispositif Essure, malgré des quantités ridicules de nickel, de chrome qu'il contenait, a donné chez certaines personnes les pires ennuis, au point d'être obligé de l'enlever chirurgicalement. Donc vous voyez, c'est pas anodin ces métaux lourds qui pourtant sont dans notre environnement. Une fois qu'ils rentrent dans notre corps, on ne maîtrise plus. Et c'est vrai qu'il reste des chapitres entiers de la médecine, notamment dans le domaine inflammatoire, dans le domaine des nanoparticules, des chapitres entiers à écrire. Bon, d'autres questions ? Oui, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très intéressant, y compris sur le plan sociologique, psychologique, anthropologique. Mais moi, j'avais une question d'un autre ordre. C'est que souvent, la mode du tatouage va de pair avec la mode du piercing.
Et celui qui tatoue, le tatoueur, est souvent aussi celui qui vient faire le piercing. Exactement, oui. Et donc, de quelle manière ça vient augmenter, aggraver les problèmes secondaires dont vous avez parlé? Est-ce que vous avez rencontré, vous, dans votre pratique clinique? Oui, alors le piercing, bien entendu, qu'il peut y avoir des problèmes inhérents, on est un petit peu à la marge de la conférence, hein, mais le piercing peut donner des problèmes d'infection importantes. Il y a eu une actrice de cinéma dont j'ai oublié le nom, enfin une jeune femme, qui a eu une partie de son piercing qui a été inhalée. Je crois que ça s'est fini en greffe cœur-poumon, son histoire. Et puis, bien entendu, avec cicatrice pareille, je ne sais pas s'il a pu obtenir encore d'autres rôles au cinéma. Donc, le piercing donne des ennuis, on le sait. Mais le piercing au niveau des oreilles aussi. Hein. Mais ça, on les connaît depuis longtemps, ces ennuis-là. J'ai pas voulu vous en parler. J'ai pas voulu vous parler non plus de l'embellissement du corps par des cicatrices imposées, parce qu'on était franchement trop à la marge de la conférence. Oui, en parlant de piercing, je sais que moi j'étais praticien dentaire et je demandais aux dames en particulier d'enlever leur boule sur la langue parce que si jamais par un geste malencontreux on faisait une blessure, on était responsable. Et ces boules sur la langue sont des boulets destructeurs pour les incisives parce qu'à chaque déglutition, le boulet vient taper sur la dent. Oui, j'aurais effectivement dû en parler. Merci de le signaler. C'était pas un sujet. Bon, nous pouvons remercier le docteur Ribon pour sa présentation et je vous laisse à votre réflexion au cas où vous voudriez vous faire tatouer.